Laboratoire pile réel. Vous avez reçu le protocole et on va regarder ensemble ce qu'il y a sur la première page. On vous explique la théorie sur la première page. C'est toute la théorie que vous connaissez déjà. Ce sont des formules qu'on a déjà vues au chapitre 6, même une que vous avez déjà vue au secondaire. C'est pas des formules qui sont compliquées. Vous en reconnaissez probablement. Là, la première dont on vous parle, c'est celle qui est en haut ici. C'est une équation qui donne la différence de potentiel aux bornes de la pile réelle dont on a parlé au chapitre 6. C'est une maille ouverte là, avec la force électromotrice epsilon de la pile, et on va aller soustraire RI, qui représente le nombre de volts calculé avec la loi d'Ohm, delta V égale RI, qui est perdu dans la résistance interne R minuscule de la pile. On vous explique, en fait, on vous rappelle comment ça marche, puisque vous le savez déjà. Ensuite, on vous dit, bon, blablabla, comme cette pile possède une résistance, il va y avoir de la puissance qui va être dissipée sous forme de chaleur par la pile à cause de sa résistance. Donc, on va vous donner l'équation RI carré pour la puissance dissipée. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez utilisé aussi. On vous rappelle également que la pile, on paye pour ça, produit de l'énergie électrique et on vous donne l'équation pour la puissance produite par la pile. C'est epsilon, le nombre de volts de la force électromotrice, multiplié par I, le courant généré par la pile. Ensuite, on vous rappelle qu'au secondaire, vous êtes supposé avoir vu dans le cours de STE, je pense, Sciences, Technologies, Environnement, que les trucs qui chauffent produisent des augmentations de température. Et ça va de soi, là, si on produit de l'énergie thermique, on va, veut pas, augmenter la température du matériau avec lequel la pile est faite. Pour calculer ça, on a besoin de delta Q, qui est la quantité de joules produite par la puissance dissipée dans la pile. C'est l'équation qui est en bas, là. On vous dit delta Q est égal à la puissance dissipée dans la pile fois le temps T. Delta Q est en joules, la puissance dissipée est en watts et le temps T, c'est des secondes. Quand vous vérifiez ça, ça fonctionne là, parce que des watts, je vous rappelle que c'est égal à des joules divisé par des secondes. Donc, tout fonctionne. Et ça vous prend par contre M et C. Je viens de les barbouiller. Ça vous prend M et C pour faire ça, et on va vous les fournir. M, c'est la masse du machin qui chauffe, donc probablement la masse de la pile dans notre cas, et C, c'est la capacité thermique massique. Ça représente la quantité de joules qu'il faut fournir à 1 kg de matériau pour augmenter sa température de 1 degré Celsius seulement, ou 1 Kelvin, c'est la même chose. On va vous la donner, c'est pour l'eau, vous vous souvenez peut-être, là, c'est 41,86 joules par degré par kilogramme. Et voilà. À part de ça, ça c'est beau, ça c'est à sa place. On vous donne aussi l'équation que vous connaissez pour l'augmentation de la résistance en fonction de la température. Dans le cahier, je pense qu'elle est écrite plutôt comme ça, alpha, delta T, mais on peut substituer ρ et ρ0 par R et R0, majuscule ou minuscule, là, à condition que la longueur, la surface de la section transversale soit conservée. C'est le cas, nous, donc il n'y a pas de problème à substituer ça par R et R0. Et ensuite, là, je pense qu'on ne verra plus à la caméra. Je vais faire attention de ramener ça, comme ça. Oh, mon autre feuille. Vous avez en bas la loi des mailles pour le circuit. Et parlant du circuit, là, je vais justement vous montrer mon autre feuille où j'ai dessiné le circuit. Comme on ne fait pas l'expérience pour vrai, vous voulez peut-être avoir une idée du schéma électrique, du montage. C'est un circuit tellement simple que ça fait peur comment il est simple. Vous avez une pile réelle qui est encadrée en pointillés bleus ici, qu'on a bêtement branchée en série avec une résistance qu'on appelle la charge. La charge, ou en anglais, le load, c'est la résistance qui va dissiper l'énergie qui est produite par la pile. Évidemment, la pile va dissiper une partie de son énergie elle-même, là, dans la résistance interne, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, pour la puissance dissipée par la pile, c'est petit r fois I carré, et on va servir de cette chaleur-là pour aller avec Q est égal à MC delta T, utiliser la puissance dissipée
pour aller calculer l'augmentation de température de notre pile. Et en retour, attache ta tuque, l'augmentation de température va influencer, plus alpha delta T, la résistance de la pile à air, qui à son tour va influencer la puissance dissipée, qui à son tour va influencer la température, et tout ce beau monde-là influence le courant I qui est calculé avec la loi des mailles. Et là, c'est un beau casse-tête. Et c'est pour ça que j'ai construit ce laboratoire-là. Écoute-moi bien. C'est un circuit ridiculement simple quand on le regarde. Une pile branchée avec une charge, that's it. Tu prends une pile 9 volts, tu la branches sur une résistance et c'est le circuit de notre expérience d'aujourd'hui. Ça peut être une pile 2A, ça peut être une pile 3A, ça peut être n'importe quelle pile. Tu branches ça sur n'importe quelle résistance et ce qu'on va étudier aujourd'hui s'applique à ce circuit-là. Et il paraît simple, mais quand on se met à considérer l'augmentation de température, quand on se met à considérer la résistance interne, les choses se compliquent. Et les choses se compliquent tellement que les paramètres sont interreliés et s'auto-influencent les uns les autres. Et là, on a deux choix. Le premier choix qu'on a, c'est un choix que t'aimes pas, que j'aime pas et que personne aime, c'est de faire du calcul différentiel avec des intégrales pour aller remplacer le dt, moi je l'avais delta t pour le temps et delta grand T pour la température, et aller faire des intégrales avec ça et écrire des équations différentielles qui vont être interreliées les unes les autres. Ça se fait et ça va nous donner un système d'équations différentielles. Maintenant, tu veux pas ça, je veux pas ça, c'est la fin de session, t'es confiné, t'en as ton tas et tu veux 5 points fastoche. Moi aussi, je veux que tu aies 5 points fastoche. Il y en a qui en ont besoin. Voici notre plan de match. On va faire ce qu'on appelle de l'analyse numérique. À place de faire de l'analyse mathématique et de modéliser notre circuit simple à première vue, mais compliqué quand on prend le temps de le regarder comme il faut, avec des intégrales, des équations différentielles, on va mettre ça de côté. Et on va essayer d'utiliser un tableur électronique, Excel par exemple, et on va modéliser notre circuit électrique à l'aide de l'informatique et on va demander à l'ordinateur d'aller calculer pour nous, à chaque incrément de temps, où on en est rendu avec la température, où on en est rendu avec le courant, où on en est rendu avec la résistance interne et on va se faire un beau gros tableau avec ça et on va demander à l'ordi de travailler pour nous parce que les mathématiques deviennent un peu compliquées. Je regarde rapidement là, les buts du laboratoire, les données et après ça, je vous montre comment faire. Les buts, utiliser l'analyse numérique dont je viens de vous parler pour caractériser la pile réelle. Et aussi, on veut apprendre à modéliser un phénomène, j'écris complexe, c'est un peu complexe, à l'aide d'un tableur électronique. Les données, on vous les donne. J'ai inventé une pile avec laquelle on va travailler. Comme c'est un laboratoire que vous faites à la maison, je peux pas vous envoyer par la poste de piles, là, ça marchera pas. Et les piles 2A que vous avez, 3A à la maison, là, seraient pas intéressantes à analyser. Ce serait pas des effets aussi dramatiques que ce qu'on va avoir sur avec les données que j'ai choisies. Je vous donne plusieurs données. Résistivité combiner des réactifs à 20 degrés Celsius, ça c'est le ρ0 que vous trouvez dans le tableau généralement de la page, je me souviens plus quoi, au chapitre 6. Donc c'est notre résistivité en ohmmètre mesurée à ρ0 pour la pile. En tout cas, la partie qui est traversée par le courant électrique dans la pile, j'appelle ça les réactifs. Essentiellement une solution électrolytique là, avec des morceaux de métal plongés dedans, peut-être de l'acide sulfurique avec des morceaux de plomb comme dans une pile de voiture. Ça peut être aussi lithium-ion, des piles alcalines. On en a plein de sortes. Coefficient thermique, ça, c'est le alpha. Ça nous dit comment va réagir notre réactif, non réactif dans la pile, à l'augmentation de température. Pour que ce soit intéressant, j'ai choisi un coefficient dramatiquement élevé et on va le garder pour comme ça, il n'y a pas d'erreur, c'est 0,370 par degré Kelvin. Ensuite, on a la résistance interne de la pile. Ça, c'est une résistance typique en milliohms pour une pile
de 12 volts de voiture, acide plomb. J'ai fait mes recherches, là, il y en a des meilleurs, il y en a des pires, mais 4 milliohms, c'est une résistance interne caractéristique. Et ça, c'est à 20 degrés Celsius quand la pile est au repos, avant de commencer l'expérience. Ensuite, vous avez la résistance de la charge. Ça, c'est le R majuscule. J'ai pris une résistance qui ressemble étrangement à celle d'un démarreur de voiture moderne. C'est une toute petite résistance, plus grande que celle de la résistance interne de la pile tout de même, et on va considérer qu'elle est constante. C'est pas vrai qu'inconstante, là, elle changerait probablement, surtout si l'expérience dure longtemps, mais on fait semblant qu'elle est constante. On a assez de variables qui changent là, et qui fluctuent au fur et à mesure que le temps passe. On garde celle-là constante. Capacité thermique des réactifs, c'est le C minuscule qui va dans l'équation Q est égal à MC delta T. Dimension de la pile, ça vous permet d'aller calculer le volume de votre pile, en fait des réactifs dans la pile. Je vous donne la masse volumique des réactifs, la température ambiante à laquelle on commence l'expérience et la tension de la pile à vide, là. Ça, là, c'est le epsilon. Lorsqu'il n'y a pas de courant qui traverse la pile, c'est comme si on mesurait directement epsilon avec un voltmètre. Ensuite, c'est ma partie préférée. J'ai fait des manipulations et je les ai écrites. Et je me trouve drôle parce que j'ai dit, à l'aide de votre imagination, branchez la pile réelle, mais pas réelle parce que vous en avez pas pour vrai en série. Vous attendez 30 secondes en prenant aucune mesure. L'expérience est finie et c'est les manipulations les plus simples que tu as jamais faites de ta vie. Bon pour toi. Le travail à remettre, écoute-moi bien, je pense que c'est pour 5 points de votre session. Tout le monde peut avoir 5 sur 5, c'est facile. Et par contre, ça peut prendre du temps. Là. Je vous dis pas que c'est des points qui sont gratuits, mais c'est des points que vous pouvez obtenir. Par contre, il faut prendre le temps de travailler, mais tout le monde est assez intelligent pour faire ça. Tout le monde a les outils pour faire ça. C'est des équations que vous connaissez. Vous vous asseyez à l'ordi et vous vous cassez le coco un peu et ça va le faire. Je vous guide, je vous prends par la main. Vous allez me remettre un fichier Microsoft Excel, donc c'est en format XLSX, mon téléphone sonne, à remettre sur Léa. Le classeur, c'est votre fichier, là, doit comporter une feuille de calcul et plusieurs graphiques. Dans la feuille de calcul, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Vous devez avoir un tableau de travail qui contient le temps, température, résistance, courant, tension, puissance dissipée, puissance produite par la pile. Essentiellement, là, ça, c'est les quantités que j'ai expliquées sur la première feuille et dont j'ai donné les équations. Donc, vous programmez des cellules Excel qui vont vous calculer ça à votre place. Vous n'utilisez jamais la calculatrice, c'est Excel qui fait tout le travail et vous devriez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes au moins. Pour le temps, c'est la variable indépendante et vous devriez commencer par cette colonne-là. Je vous demande d'aller de 0 jusqu'à 30 secondes par incrément de 0,5 secondes. Donc, c'est comme si on faisait des mesures à toutes les 500 millisecondes. Durant 30 secondes, vous devriez avoir environ 60 lignes. Tu veux en mettre un peu plus, c'est correct. Moi, je demande au moins 60 valeurs entre 0 et 30. Température, résistance, courant, tension, puissance. Vous faites calculer ça par Excel compte tenu des paramètres que vous avez au départ et Excel va incrémenter ces valeurs-là avec les équations que vous allez lui fournir. OK, ça c'est donné. Vous pouvez mettre d'autres colonnes. OK, vous n'êtes pas limité à ça. Ça vous prend ces colonnes-là. Moi, je les corrige, mais vous n'êtes pas limité. Si vous voulez en mettre d'autres, c'est correct. On s'attend aussi là à ce que vous placiez dans des cellules à gauche ou à droite les constantes. Les constantes, là, ce sont les valeurs du tableau des données qui sont dans le protocole. Par exemple, la température initiale, la capacité thermique massique, la valeur du facteur alpha pour le coefficient thermique de résistivité, etc. Pour les incertitudes, on ne tient compte de aucune incertitude. T'es en vacances. Il n'y a pas d'incertitude à calculer et les choses vont bien. Maintenant, les graphiques. Qu'est-ce que tu fais comme graphique? C'est les mêmes colonnes que tu as faites dans ta feuille de calcul. Un graphique pour la température en fonction du temps, résistance en fonction du temps, courant en fonction du temps, tension en fonction du temps, puissance. Et c'est réglé. Il n'y a rien d'autre à faire. Les graphes, attention, il faut que les axes aient des titres avec les unités
de mesure. Il faut que chaque graphe ait un titre. Évidemment, il n'y a pas de régression linéaire. Ce ne sont pas des graphiques linéaires. Est-ce qu'il faut que je le dise 4 fois? Je vais le dire 4 fois comme en classe. Linéaire? Non. Pas linéaire. Tu fais pas de régression linéaire. Tu vois, c'est pas des graphiques linéaires la plupart du temps. Et il n'est pas question d'aller placer des équations. On fait pas ça. On ne place pas d'équations parce qu'on ne connaît pas la forme mathématique des courbes qu'on va tracer. Et c'est correct. On fait de l'analyse numérique. On fait justement cette analyse numérique-là parce qu'on ne sait pas mathématiquement comment ça se comporte. Donc, il n'est pas question d'aller prétendre qu'on connaît la forme de la courbe et de fitter une régression polynomiale d'ordre 4, exponentielle, logarithmique inversée, linéaire ou je ne sais quoi. On le sait pas. Et en science, quand on le sait pas, on la ferme. On n'écrit rien. Donc, vous placez les titres, les axes, les unités de mesure. Vous pouvez faire des graphiques nuages de points ou des lignes. Tant qu'on voit les points, qu'ils soient reliés ou non, c'est correct. J'ai fait les graphiques et je vous montre à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pris des données légèrement différentes des vôtres et je vous montre rapidement mes graphiques. Je sais très bien que vous pouvez faire pause sur les vidéos et c'est correct. Vous devez les produire vous-même et ils vont ressembler à ça. Ils seront pas exactement pareils. Mon premier graphique, c'est tension en fonction du temps. Et on voit que la tension en borne de la pile va diminuer au fur et à mesure que la pile va se réchauffer. La résistance interne en fonction du temps, on s'attend à ce que ça monte, mais c'est pas une droite parfaite, hein, regarde. Elle n'est pas tout à fait droite, la courbe un peu, elle remonte ici, elle descend ensuite un peu. Et j'ai gradué ça avec des ohms. On voit que ça passe de quelque chose qui est très petit, probablement 0,004. C'est la résistance interne initiale. Ça commence ici au temps 0. Et ça augmente là, pour aller presque à 0,3 ohms lorsqu'on est à près de 30 secondes. Là, moi, je l'ai fait un petit peu moins que 30, mais vous devez vous rendre à 30. Là, à peu près à 25 secondes, là, ça a augmenté dramatiquement. Et ça, c'est le résultat, vous l'avez deviné, de notre pile qui dégage de la chaleur et qui, en dégageant de la chaleur, augmente la température de sa résistance et qui, elle, à son tour, augmente la résistivité qui augmente sa résistance. L'autre graphique, mon préféré, c'est la puissance dissipée. Donc ça, c'est pas la puissance qui est produite par la pile, c'est la puissance qui est perdue sous forme de chaleur en watts à chaque seconde. C'est beaucoup, là. Si on regarde notre pile, là, c'est une grosse pile, là, c'est une pile de 12 volts trop chargée, là, 14,5. On commence là, à quasiment 250 watts au début qui est dissipé. 250 watts, là, c'est une méchante grosse ampoule, là, ça chauffe en tabarouette et notre pile va prendre beaucoup de température rapidement. Il y a même un point maximum qui est intéressant de voir là au sommet de ma courbe. On voit là que la puissance dissipée atteint un max, puis après ça commence à redescendre. La puissance dissipée, c'est inversement proportionnel à l'efficacité de notre pile. Plus la pile dissipe de puissance, moins il en reste pour alimenter le circuit qui a besoin de cette puissance-là. Donc, on peut dire là, que quelque part, là, autour de 5 secondes après le début de l'expérience, la pile est vraiment pas efficace. On dirait qu'après ça, on reprend un peu de poil de la bête, là, mais c'est jamais autant qu'au début. Et à un moment donné, là, on dissipe plus de 1000 watts avec mes données. Moi, vous, ce sera peut-être pas exactement ça. Ça, c'est beaucoup, là. Il faut pas que ça chauffe trop longtemps à 1000 watts, là, parce que la température va monter dramatiquement. Pour le courant qui est produit par la pile, on voit que ça décroît. Vous devriez avoir ça, vous aussi, là. Encore une fois, c'est pas linéaire, c'est pas parfaitement gaussien, on sait pas trop ce que c'est. Et c'est correct. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse numérique. Les équations seraient compliquées mathématiquement et on y va avec des chiffres. Des fois, c'est la seule chose qu'on peut faire. Dans ce cas-ci, c'est un choix qu'on a fait. On voit que le courant est très fort au début. Pour une pile de voiture, on peut fournir des courants gros comme ça. Faut pas se surprendre là, d'avoir là, 200 ampères là, qui coulent dans le démarreur au début. Pour l'instant, c'est peut-être un peu intense, là, mais c'est typique quand même d'une pile de voiture. Et ça descend. À un moment donné, la résistance interne de la pile là, devient grosse et on se ramasse avec un courant qui est beaucoup plus petit, autour de 50 ampères, au fur et à mesure que le temps passe et que la pile réchauffe. La puissance produite en fonction du temps, on voit que ça diminue.
Ça veut dire que la pile, au début, produit beaucoup de puissance, mais ça dure quelques secondes seulement. Après ça, la pile est fatiguée, si vous voulez, ou trop chaude pour continuer à produire autant de puissance qu'au début. La température, ça grimpe presque linéaire. Hein? C'est pas linéaire, mais ça a le goût de l'être et ça monte. Regardez, là, je suis rendu à 250 degrés Celsius. Là. Les choses vont pas bien pour la pile là, et on aurait intérêt, si on faisait l'expérience pour vrai, à arrêter ça pas mal avant d'être rendu à une pile qui est à 250 degrés Celsius. Là. S'il y a une goutte d'eau là-dessus, ça s'évapore et on se doute que c'est certainement pas bon pour les matériaux qui constituent la pile. Et c'est tout. Je pensais que j'en avais un autre. Ben non, je les ai tous. Alors, vous travaillez fort là-dessus et je vous dis, comme d'habitude, bon travail, bonne journée. Et vous m'envoyez vos questions, comme d'habitude, par Mio. J'y réponds très rapidement à chaque fois que c'est possible et ça me fait plaisir de vous lire. Allez, bonne journée.